bonsoir à toutes et à tous. Vous avez vu dans la Marseillaise aujourd'hui, 2 pages sont consacrées à l'ubérisation. On ne s'est pas concerté pourtant. Ben, peut-être qu'ils ont pompé sur le programme de l'université populaire. Et peut-être que vous avez vu aussi le reportage qui est passé récemment sur M6, où, contrairement à la ville de Marseille, qui essaye de freiner le développement des locations Airbnb, il y a d'autres maires dans des communes, dans des petits villages, qui trouvent que c'est une bonne opportunité pour eux d'avoir des locations, parce que ça leur fait rentrer des taxes qui permettent d'aménager des travaux dans leur commune. Des locations, des monopoles peut-être. Les monopoles peut-être pas, mais alors il y a la concurrence, et c'est ce que disait, ce que montrait ce reportage, il y a la concurrence entre JT de France, qui en fait a été la première institution qui a proposé de mettre en ligne des locations plutôt dans les campagnes, et puis Airbnb. Donc il y a cette concurrence qui existe, et JT de France entend bien, d'après ce reportage, reprendre des parts de marché. C'est monopole, américain ou pas, mais on en est là. Alors pour discuter donc des Airbnb, mais aussi de l'influence des réseaux sociaux et d'Internet dans la ville, et plus particulièrement à Marseille, nous avons ce soir Alexandre Gondot, qui est professeur des universités, directeur adjoint du laboratoire TELEN, que vous avez déjà vu l'an dernier à la mairie, et puis Gwenaëlle Lourdes, qui est doctorante, qui est professeure certifiée et qui part tout à l'heure à Montpellier parce qu'elle doit travailler demain matin. Et donc tous les deux ont travaillé sur cette conférence, et merci beaucoup de participer à notre programme. Ça me fait vraiment grand plaisir, et je vous invite vraiment avec aussi souvent que possible, parce que vous avez chaque année des choses passionnantes à nous raconter. Écoute, c'est nous qui te remercions, et l'Université populaire, déjà de votre activisme et de votre fidélité. L'année dernière, c'est vrai qu'on a pu, après la conférence, déboucher sur des débats qui avaient été très intéressants, très constructifs, et on était vraiment heureux de pouvoir répondre présent cette année avec une autre thématique, peut-être un peu plus technique, en tout cas certainement plus technologique, mais non moins intéressante par rapport aux évolutions. Donc vraiment, je tiens à remercier l'Université populaire pour son accueil, et pour l'organisation de ce lieu qui permet de mêler tous les publics, citoyens, militants, usagers. Peut-être même on a ici des hôtes Airbnb qui ne le diront pas, mais qui viennent chercher quelques renseignements sur les futures politiques publiques entreprises par la mairie de Marseille. Qui sait? J'ai invité pour venir ce soir Patrick Amico, qui est en charge du logement et qui est celui qui est monté au créneau à propos des Airbnb, et aussi Christophe Huguet, qui est chargé d'Internet, enfin des réseaux Internet pour la ville de Marseille, mais tous les deux brillent par leur absence, et tant pis pour eux. Oui, après ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par le sujet. Je sais que Amico a déjà suivi une présentation de nos résultats il y a quelques années, justement à une époque où il cherchait à comprendre et à mieux appréhender la dynamique d'Airbnbisation de la ville de Marseille. Et pour le coup, il avait été très réceptif à cette conférence qu'on avait organisée, où on avait également mobilisé le président du syndicat des hôteliers et le représentant d'Airbnb. Donc ça nous avait valu des échanges musclés, pour tout vous dire. J'enverrai la vidéo à l'un et l'autre. Bonne conférence, bonne soirée à toutes et tous, et puis encore grand merci. Et vous en avez 1 heure d'exposé, un petit peu plus si vous en avez besoin. On n'a pas de limite de temps ici, donc on prend tout le temps dont nous avons besoin. Et je compte sur vous, les jeunes, pour harceler l'une et l'autre. Vu qu'ils ne sont pas dans un contexte de notation, c'est possible qu'ils soient plus désagréables que d'habitude. C'est ce que je souhaite en tous les cas. Donc la conférence d'aujourd'hui, de ce soir, en discutant avec Gwenaëlle, on s'était dit que ce serait bien de mettre les pieds dans le plat et de poser la question de l'ubérisation et du capitalisme de plateforme à Marseille, en se demandant si la technologie Internet aujourd'hui agissait véritablement contre la ville, ou était toujours synonyme de progrès, de quel type de progrès on pouvait assister.
Donc, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Donc moi, effectivement, comme ça l'a été dit, je m'appelle Gwenaëlle Dourte. Je suis professeure certifiée en histoire et géographie dans le secondaire. Également enseignante vacataire à l'Université d'Aix-Marseille. Et actuellement doctorante en géographie économique autour de la thématique de l'ubérisation des territoires et des sociétés, une approche géographique et méditerranéenne. Et donc pour le coup, Gwenaëlle est en 3e année de thèse, brillante thèse qu'elle est en train de rédiger avec une comparaison Lisbonne, Barcelone et Marseille, pour montrer et illustrer 3 types de phénomènes, en tout cas de déclinaison de cette ubérisation. Jean-Pierre le disait, donc moi je suis professeur des universités en géographie et en aménagement, directeur du laboratoire TELEM d'Aix-Marseille Université, CNRS, et on peut retrouver un certain nombre de choses dont on débat ici dans les colloques et conférences annuelles, une autre manière de fabriquer la ville, qu'on organise à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Donc pour fonder notre propos, on s'est basé sur une réflexion qui a été initiée maintenant il y a 6 ans, puisque avant que Gwenaëlle débute sa thèse, on était déjà en train de réfléchir à ce genre de thématique. Et aujourd'hui, vous pouvez retrouver de manière assez facile 3 papiers, en tout cas 2 de manière assez facile, que j'évoquerai, et un autre qui va venir. Pour le coup, donc, nos réflexions au niveau d'Aix-Marseille Université et du CNRS, elles se déclinent en 3 niveaux. D'abord celle d'un groupe de recherche au laboratoire, Altermétropolisation, Action publique et aménagement, dont la mission est de réfléchir à ces transitions, notamment technologiques. Ensuite, un programme de recherche, CUMED, Crise et ubérisation en Méditerranée, où Gwenaëlle essaie de développer un indicateur de pénétration de l'économie de plateforme dans tous les pays du pourtour méditerranéen. Et un programme qui s'appelle UberMed, qui est labellisé par GlobalMed et la MMSH, dans lequel on essaye de mesurer justement ces différentiels d'ubérisation de ces territoires. Et donc je le disais, vous pouvez retrouver une partie de notre propos dans 3 articles, 2 qui sont déjà publiés, Altermétropolisation et ubérisation, trajectoire comparée d'Airbnb à Marseille, Lisbonne et Barcelone. Ça c'est dans le bulletin de l'Association des géographes français qui est paru l'année dernière, et qui est en libre accès, et un autre papier dans une revue scientifique qui s'appelle Netcom, où on propose une analyse comparative de l'airbnbisation des villes de Barcelone, Lisbonne, pour montrer et illustrer justement les particularités, les singularités que peuvent avoir ces 2 villes qui sont également marquées par le tourisme de masse. Donc notre propos se déclinera en 3 parties. Une partie qui sera une mise en perspective sur les grands enjeux internationaux et locaux de ce capitalisme de plateforme, de cette ubérisation. Une seconde partie qui illustrera notre propos avec les travaux de terrain menés à Marseille, dans le cadre du développement d'Airbnb. Et puisque, nous le savons, l'université populaire n'est pas sectaire, elle a une approche de Marseille qui est très large, et donc qui dépasse le cadre stricto sensu des frontières de la cité phocéenne. On s'est permis justement d'avoir une approche également métropolitaine sur la question de l'ubérisation de la livraison et de la restauration, via l'implantation et le développement des plateformes que sont Uber Eats et Deliveroo. Et là aussi, on va essayer de montrer comment ces 2 plateformes numériques transforment d'une part les fonctions urbaines, mais également les usages des villes et des quartiers. Pour entrer donc dans le vif du sujet, qu'est-ce que le capitalisme de plateforme et l'ubérisation? Notre idée, c'est d'essayer de faire simple, mais évidemment, s'il y a des questions, on reviendra dessus. Il est possible que parfois on soit confus ou peut-être trop précis, et être trop précis, parfois, ça devient de l'imprécision. Donc l'idée, c'est pas de vous perdre, mais c'est de mettre en perspective des choses de manière simple. Le capitalisme, depuis son invention, depuis son apparition, s'est décliné de différentes manières, il a pris différents apparats. Et pour le coup, les 2 derniers apparats qu'on a constatés sont en lien avec la technologie. D'abord, c'est le capitalisme numérique, capitalisme digital, qui est apparu dans les années 90 avec l'explosion d'Internet, de l'ordinateur portable et sa démocratisation. Et puis, ce capitalisme numérique, lui aussi, a muté avec le temps.
si tant est que la troisième révolution cognitive que connaît l'humanité, et qui est, voilà, je vous rappelle, hein, l'invention de l'écriture, la première révolution cognitive, l'invention de l'imprimerie, la deuxième révolution cognitive, et la troisième révolution cognitive, on est dedans. C'était l'arrivée d'Internet et la mise à disposition de tout un chacun de ces technologies. Et bien cette troisième révolution cognitive que connaît l'humanité, on pensait qu'elle était synonyme d'Internet et qu'on était, dans les années 2010, arrivé à une sorte de prime. En réalité, on se trompait puisque l'apparition et le développement de l'ubérisation, de la gestion algorithmique des sociétés et aujourd'hui de la massification de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement de cette société et de la gestion de nos villes modifie clairement l'appréhension chronologique qu'on avait de cette révolution cognitive. Et donc, le capitalisme numérique a muté sans toutefois disparaître et s'est transformé, ou plutôt s'est décliné en capitalisme de plateforme, c'est-à-dire l'intégration ou la création d'interfaces digitales qui permettent la captation de données, leur cannibalisation d'une certaine manière, l'externalisation des coûts et l'intermédiation algorithmique. Donc sous ces trois mots, expressions un petit peu pompeuses et techniques, se cache surtout un questionnement qu'on va avoir ce soir, c'est comment cette nouvelle étape du capitalisme, de l'économie de marché, portée par ces technologies de l'information et des communications, redéfinissent l'urbain, la ville et les frontières de la citadinité. L'ubérisation, le terme est moins technique que celui de capitalisme de plateforme ou d'économie de plateforme. Il est intéressant parce que il est beaucoup plus démocratisé dans les médias, dans l'espace médiatique. C'est celui qui est utilisé. C'est un néologisme qui est apparu avec l'entreprise Uber et qui finalement illustre l'entrée des services dans l'économie de plateforme. Pour le dire autrement, les activités servicielles, qui étaient emblématiques des années 70-80, surtout 90, se sont à la fois dématérialisées, ont été atomisées et sous-traitées à un certain nombre d'indépendants grâce à la constitution de ces interfaces digitales. Et en même temps, ces interfaces digitales, en désintermédiant en fait un certain nombre d'activités, ont créé une nouvelle forme d'emploi, le cybertariat, c'est-à-dire des emplois qui sont sous l'effet de technologies plus précaires, souvent invisibilisées et la plupart du temps pilotés par des algorithmes. Ce qui nous questionne également par rapport à la définition qu'on pouvait avoir autrefois de ce qu'était un ouvrier, puisque là on est quand même avec un environnement, un encadrement technologique extrêmement fort et puissant, qui, sous couvert de progrès et d'émancipation, parce qu'on reviendra dessus, hein, il y a une présentation de l'ubérisation avec un certain nombre de choses positives. On vous vend le fait d'être un travailleur indépendant, de maîtriser le temps, votre temps, et donc pour des étudiants ou des salariés précaires ou des gens en difficulté, c'est des choses qui sont extrêmement attractives en termes de discours et de représentation. Et puis, dans la réalité, c'est quand même un petit peu plus, et même carrément plus complexe, et rarement... ça correspond à une avancée sociale au sens classique du terme, en termes de couverture sociale, de niveau de syndicalisation, etc. Pourquoi nous nous intéressons à la ville et aux villes? C'est parce que tout simplement le milieu urbain est un milieu préférentiel pour cette ubérisation et ces technologies de plateforme. C'est un territoire particulièrement attractif parce que la ville est synonyme de densité, d'infrastructures et de connectivité. La densité, parce que c'est un marché. Vous avez dans les villes plus d'habitants que partout et donc vous avez un segment de clientèle extrêmement intéressant, que ce soit pour les activités de tourisme, de logement, de transport, etc. Les infrastructures, parce que selon l'ancien modèle éculé de centre-périphérie, la technologie, l'infrastructure se localise d'abord et est aménagée d'abord dans les centres. Et la connectivité, parce que la puissance de l'infrastructure est la plupart du temps située en ville, ce qui va poser aussi un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas le sujet de la conférence de ce soir, mais Marseille est aujourd'hui une ville particulièrement caractérisée par le développement des data centers. Les data centers aujourd'hui sont synonymes d'îlots de chaleur, mais également de consommation extrêmement importante d'énergie.
Et donc c'est paradoxal de nous vendre aujourd'hui la transition environnementale par l'électricité, alors qu'en réalité, vous avez des concentrations avec ces data centers de nouvelles problématiques de pollution qui apparaissent et qui sont pour le coup totalement occultées dans les réflexions politiques. Et pour le moment, c'est dommageable. Ce milieu urbain, c'est un milieu qui est également caractérisé par ces fronts sociaux d'inégalité, de discrimination qui sont par ailleurs inhérentes à la ville. Le principe de la ville, c'est justement de rassembler et de concentrer tout un type de population. Et l'année dernière, j'avais expliqué, j'avais tenté de vous montrer comment il y avait dans le fonctionnement de nos sociétés un prix à payer au progrès technologique, au progrès social, qui concernait 20 à 25% de la population, qui étaient toujours les perdants de ces progrès sociaux, culturels ou politiques. Et donc pour le coup, l'ubérisation, le capitalisme de plateforme, amène avec lui son lot de difficultés. On en a retenu un certain nombre avec Gwenaël, que sont la transformation sociologique des quartiers, portée également par le tourisme de masse, la précarisation, j'en parlais tout à l'heure, de certaines activités d'emploi, et les logiques de flux qui reconfigurent en fait les centres urbains. Vous allez très facilement le comprendre, puisque depuis que les trottinettes sont en libre accès partout en ville, vous avez forcément dû un jour de votre vie être écrasé par une trottinette qui circulait sur un trottoir et qui, pour le coup, reconfigurait donc les flux de transport classiques, même sur nos trottoirs. Ces transformations des territoires, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer, amènent également des conflits d'usage. Dans certains quartiers marseillais, vous avez une disparition des commerces classiques qui étaient des commerces pour l'alimentation ou le quotidien des habitants d'un quartier. La mise en tourisme, l'airbnbisation, transforme les quartiers parce qu'il y a un jeu d'occupation du sol qui fait qu'on a un nombre de logements qui est en général statique, qui bouge peu, on construit peu dans les centres urbains. Et donc vous avez déjà des difficultés pour les habitants à vous loger. Et forcément, si vous avez un concurrent qui arrive sur le marché de l'immobilier et qui va capter un certain nombre de logements en les mettant en location, eh bien c'est autant de logements qui ne sont pas offerts et proposés aux habitants classiques. Donc vous avez une pression foncière qui s'ajoute à une reconfiguration de l'offre commerciale des quartiers et qui crée des conflits d'usage. Si vous allez ces temps-ci dans le quartier du Panier, depuis quelques mois, vous avez des graffitis qui font un peu de la poésie sur l'airbnbisation du quartier. Alors, c'est une poésie parfois un petit peu abrupte, quelquefois grossière, mais qui a le mérite d'être assez claire sur la manière dont est appréhendée l'airbnbisation par une partie des populations. Donc pour ça, on mobilise un certain nombre de lectures et de collègues illustres, Henri Lefebvre, David Harvey, Saskia Sassen. De manière générale, on pourrait avoir un discours un petit peu caricatural en expliquant, ben voilà, finalement, les méfaits du capitalisme sont reproduits par son avatar et donc on est sur le même type de problématique auquel on est confronté. Voilà, les moyens technologiques évoluent. Et on va voir qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué parce que d'abord, ce capitalisme de plateforme rapporte beaucoup d'argent et que cet argent, il profite à beaucoup de gens. Et notamment à des habitants locaux qui, on le verra, ne sont pas dans la spéculation mais qui ont des besoins pour finir les fins de mois. Et donc, pareil pour certains restaurateurs qui n'ont pas les moyens d'acheter un bail ou d'avoir un rez-de-chaussée commercial et donc qui rentrent dans d'autres logiques. Tout ça pour vous dire que l'ubérisation, comme le capitalisme de plateforme, ont un certain nombre de fonctionnements génériques. Ils ont une structuration qui s'implémente et se déploie sur les territoires qui sont génériques. Et en même temps, il y a des contextes urbains, sociaux, locaux qui font qu'ils sont appréhendés, encadrés, gérés de différentes manières. Ça peut aller de l'interdiction. Voilà, à Londres, vous ne pouvez plus
prendre le taxi, un taxi Uber, parce que les syndicats de taxi ont réussi à le faire interdire. Enfin, Gwenaëlle me disait que Uber avait fait appel, voilà, et donc pour le coup c'est en débat, mais la dernière fois que j'étais à Londres, on ne pouvait pas prendre un Uber, et ce qui est par ailleurs extrêmement dommageable pour ceux qui circulent dans les grandes métropoles en taxi. La raison pour laquelle le succès de Uber a été aussi importante, et là je parle notamment pour ceux qui ont connu le taxi à Paris, c'est qu'à un moment donné à Paris, il y avait une telle exagération de la part des chauffeurs de taxi que presque il fallait passer un casting pour être accepté dans un taxi parisien pour aller d'un point A à un point B. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs occasions, à 2h ou 3h du matin, ou peut-être plus tard, de chercher un taxi, d'avoir un taxi qui s'arrête, de lui dire où j'allais, et ça ne lui convenait pas, donc il partait. Mais à Paris, on n'est pas sous les mêmes cieux cléments au niveau climatique, et donc quand vous êtes en février, qu'il pleut, qu'il neige, voire qu'il grêle, et que votre taxi vous dit non, ça n'est pas bon, voilà. Avec Uber, ça ne se passe pas. Donc, ce qu'on veut dire aussi, c'est que l'ubérisation, c'est un sujet complexe qui nécessite quand même, à chaque fois, d'essayer de ne pas être caricatural. Et donc, les réactions sont différentes. Elles vont de l'interdiction d'Airbnb à Barcelone ou d'Uber à Londres, et d'autres moyens d'encadrer. Par exemple, Gwenaëlle, la dernière fois qu'elle était à Lisbonne, m'a raconté que le maire de Lisbonne, lui, était plutôt sur une posture de libéralisation d'Airbnb, parce qu'il estime que Airbnb participe à la montée en gamme, à la revalorisation de ces quartiers touristiques. Et il est soutenu en ça par une partie de la population qui l'a amené à être élu. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué qu'on pourrait le croire de premier abord. Et effectivement, vu que c'est un sujet assez complexe, les méthodologies utilisées doivent être aussi ferventes de comprendre tout ce contexte-là. Et c'est pour ça qu'on utilise à la fois du quantitatif et du qualitatif. Sur les méthodologies qualitatives, ça va être des entretiens avec divers acteurs, des observations de terrain également, ainsi que de l'analyse documentaire, presse, rapports, lois, etc. Et au niveau des méthodologies quantitatives, sur le cas de Airbnb, on va s'appuyer principalement sur une base de données récupérée auprès de l'Institut RDNA, et ainsi que plusieurs données qui sont en libre accès, afin de faire des croisements et de les spatialiser. Et concernant tout ce qui va être livraison de nourriture, ça va être plutôt des enquêtes qui vont être réalisées auprès de restaurateurs, en tout cas pour notre analyse à nous. Ainsi, on utilise différents corpus qui nous permettent de prendre en compte les différents acteurs de cette économie de plateforme, les acteurs publics, les travailleurs, les usagers, ainsi que les collectifs. Ici, on vous présentera donc des résultats issus déjà, issus de cette méthodologie et de ces observations faites depuis 2018, donc entre la période 2018 à 2024. Et on va donc commencer par vous présenter le succès de la plateforme Airbnb, le phénomène dans la ville de Marseille. Avant de commencer, on va faire un petit point sur qu'est-ce que c'est finalement que l'Airbnbisation. Alors oui, l'Airbnbisation, c'est typiquement l'illustration de ce qu'est l'ubérisation d'une fonction urbaine qui est le logement. Moi, j'aime bien donner un exemple pour expliquer l'ubérisation. Alors, c'est pas l'Airbnbisation, mais je le donne quand même parce que je vois que dans cette salle, il y a un certain nombre de personnes qui, comme moi, ont pu connaître une expérience qu'on pratiquait très largement dans notre jeunesse, qui est l'autostop. Eh bien, l'ubérisation de l'autostop, c'est Blablacar, c'est-à-dire la marchandisation de la coopération. C'est ça qui est intéressant. C'est que on est sur des logiques de transformation, parfois d'activités comme le logement, qui sont des activités, ou la restauration, qui sont des activités mercantiles, mais également d'autres types d'activités. Donc évidemment, Blablacar permet de monter en gamme sur les déplacements. Ceux qui l'ont utilisé voient à quel point la plateforme est performante et efficace. Mais c'est vrai que
Pour ceux qui ont connu l'autostop, c'est une transformation manifeste. Aujourd'hui, l'autostop fonctionne beaucoup moins qu'avant. Je reviens sur le phénomène d'Airbnbisation. On a tous, la plupart des gens connaissent Airbnb, ont loué ou ont tenté de louer sur la plateforme un logement. Et ce qui est intéressant, il me semble, sur ce phénomène, c'est de voir que l'interface digitale Airbnb, elle a rapporté beaucoup d'argent, principalement à Airbnb évidemment, mais aussi à tout un tas de gens qui étaient dans cette logique d'investir. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que forcément, quand vous êtes le syndicat des hôteliers, vous vous retrouvez avec un concurrent. Ça, c'est une vision un petit peu simpliste de Airbnb, de l'Airbnbisation, parce qu'en réalité, nos travaux montrent que l'Airbnbisation, c'est aussi l'extension de la possibilité de se loger d'un point de vue touristique dans une ville comme Marseille, et que pour le coup, ça a ouvert le tourisme à tout un tas de clientèles qui n'étaient pas concernées par ce tourisme. Donc, il faut qu'on voit que l'économie de plateforme accompagne également et ouvre des marchés, des segments de marché qui n'étaient pas aussi concurrentiels qu'on pourrait l'imaginer par rapport au nombre de nuitées dans l'hôtellerie tel qu'on le constatait classiquement. Nous, pour faire simple dans cette conférence, on a souhaité interroger 3 types d'impacts. Au-delà donc de ces éléments positifs d'un point de vue purement économique. D'abord, interroger l'idée de spéculation foncière. La mise en location de logements Airbnb participe à générer une diminution du nombre de logements classiques pour les habitants, les autochtones, qui va générer naturellement une hausse du prix. C'est le principe de la rareté. Plus vous avez de gens qui veulent un produit en nombre limité, plus le produit coûte cher. Et donc là, c'est le logement. Donc Airbnb, en se développant, et Gwenaëlle va vous montrer tout à l'heure qu'à Marseille, c'est incroyable le développement exponentiel du nombre de logements Airbnb, vous avez forcément un accompagnement par une pression foncière. Mais la pression foncière, ce n'est pas l'unique débouché de ce qu'on observe avec l'Airbnbisation partout dans le monde. Il y a également un accompagnement du tourisme de masse. Le tourisme se développe. En se développant, il concerne de plus en plus de gens. Pour se développer et concerner de plus en plus de gens, il doit proposer une gamme de prix qui est moins élevée. Donc, il rend accessible des destinations qui ne l'étaient pas à un certain nombre de budgets. Et pour le coup, cette mise en tourisme des quartiers va avoir un certain nombre d'impacts et participer à une transformation de quartiers qui pouvaient par ailleurs être à dominante résidentielle à un moment donné et vont devenir à dominante touristique. Et ça va s'accompagner par une rupture des équilibres urbains classiques, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un quartier où les boutiques de souvenirs vont prendre la place des bouchers, des charcutiers, des légumiers, et pour le coup, ça transforme le rapport que vous pouviez avoir à des quartiers, et pour le coup à Marseille particulièrement parce que beaucoup de quartiers touristiques sont centraux. Donc je vais passer à la partie résultats sur les données. Donc comme je l'ai dit, ces données sont le résultat d'analyses faites à partir de bases de données RDNA qui ont été nettoyées, analysées et nettoyées dans le sens où il a fallu faire déjà un travail pour récupérer seulement les logements qui enregistraient au moins une réservation. Donc si on regarde sur les dates choisies, donc entre 2015 et juin 2020, on voit qu'à Marseille, le nombre de logements a fortement augmenté. On passe de 1662 logements en 2015 à plus de 11 667 déjà en 2019. Donc on a une croissance exponentielle. Et on voit que sur toute la période 2015-2019, on a cette croissance. Et donc on peut en conclure que c'est une période d'expansion rapide avec un doublement tous les 2 ans environ du nombre de logements actifs sur la plateforme. Sur le nombre de réservations enregistrées par les logements actifs, on observe exactement la même chose. On avait environ en 2015 35 042 nombres de réservations enregistrées par les logements et on passe en 2019 à plus de 247 000 réservations
enregistrés par ces mêmes logements. Donc on est passé à une multiplication par plus de 7 en 5 ans dans la ville de Marseille. Ensuite, on s'est intéressé également à quel type de logements sont présents sur la plateforme, donc leur typologie et aussi leur ancienneté. Est-ce que ça se renouvelle régulièrement ou pas? On s'est rendu compte que les T1 sont les types de logements les plus présents sur la plateforme, puisqu'ils représentent plus de la moitié de l'offre sur 2015-2019. Et on a aussi une certaine pérennité de ces logements, puisque 60% de l'offre est déjà active depuis plus de 2 ans sur la plateforme. Donc ça veut dire que Airbnb devient un véritable acteur du tourisme à Marseille et qu'il devient surtout une pratique qui s'ancre par les populations, à la fois par les hôtes que par les touristes. On s'est demandé également si finalement est-ce que Airbnb pouvait être une activité économique à part entière. Donc pour cela, on s'est intéressé aux revenus moyens à la nuitée et aux revenus annuels générés par ces logements. Donc si on regarde le revenu à la nuitée, on peut observer entre 2015 et 2019 une baisse modérée, mais continue. Donc ça, on en conclut que c'est surtout dû au fait que le marché devient de plus en plus concurrentiel sur la plateforme, au vu du nombre de logements qui se rajoutent, et que forcément, il y a une adaptation des prix à la demande. Et donc, ça entraîne une baisse. Par contre, si l'on s'intéresse aux revenus annuels moyens enregistrés par les logements, là, on observe une forte hausse entre 2015 et 2019. Et donc, dans ce cas-là, ça montre un phénomène de concentration et d'attractivité d'Airbnb, ainsi qu'une certaine professionnalisation de ce marché. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser à l'occupation des logements Airbnb. Est-ce que ces logements sont actifs une petite période dans l'année ou régulièrement sur la plateforme? Donc si l'on s'intéresse à ces occupations, on s'aperçoit qu'entre 2015 et 2019, la moyenne de jours de réservation sur la plateforme a baissé. Elle est passée de 83 jours à 79 jours. Et que la moyenne des jours disponibles de chacun des logements a elle aussi baissé, passant de 63 jours à 56 jours. Donc, on observe que les logements sont présents sur la plateforme, mais qui sont de moins en moins présents dessus, et que finalement, en moyenne, ils sont présents que 2 mois dans l'année. En tout cas pour Marseille. On s'est intéressé également au nombre d'annonces par hôte, afin de savoir si et comment se matérialise cette professionnalisation finalement sur la plateforme. Donc on voit bien qu'entre 2015 et 2019, on a eu un nombre d'hôtes qui a drastiquement augmenté, bien sûr en lien avec la création des logements. Et on remarque aussi une certaine augmentation du nombre d'hôtes qui possèdent entre 2 et 10 annonces. Par contre, on garde à l'esprit qu'à Marseille, en tout cas jusqu'en 2019, 85% des hôtes avaient seulement une annonce sur la plateforme. Ensuite, nous avons spatialisé ces données afin de comprendre un petit peu les logiques. Donc, on s'est intéressé à l'année 2019 puisqu'on l'avait en entière, puisque nos données s'arrêtaient en juin 2020. Pour la première carte que vous avez tout à gauche, c'est le nombre de logements Airbnb sur le nombre de logements par arrondissement marseillais. Puis, nous avons le nombre de logements Airbnb pour 1000 habitants par arrondissement. Donc, ce que l'on a mis en évidence, c'est que finalement, les arrondissements qui présentent le pourcentage de logements Airbnb les plus élevés sont ceux qui sont dans le centre et le centre élargi, c'est-à-dire le 1er, le 2e, le 6e et le 7e arrondissement. Et que contrairement à ce que l'on pouvait attendre en termes de logements pour 1000 habitants, les arrondissements de l'hypercentre et du centre comptent moins de 1 logement Airbnb pour 1000 habitants en 2019. Par contre, les arrondissements comme le 8e, le 11e et le 12e présentent bien plus de 60 logements pour 1000 habitants. Donc, ces deux cartes mettent en évidence qu'on a des inégalités spatiales qui se forment bien évidemment avec l'arrivée d'Airbnb, puisqu'il y a des concentrations de logements Airbnb dans certaines zones, notamment dans les arrondissements les plus centraux.
mais que les zones périphériques connaissent elles aussi une présence d'Airbnb, bien qu'elle soit un peu plus modérée. La même chose a été faite aussi en descendant l'échelon, c'est-à-dire qu'on est passé d'arrondissement à quartier. Et ici, on voit bien qu'il y a des quartiers qui apparaissent fortement, notamment le quartier des Goudes, dans le 8e à Marseille, puisque, on le sait très bien, le quartier des Goudes, c'est un quartier qui est saturé lors des périodes estivales. Bien qu'il soit excentré et peu habité le reste de l'année, Airbnb y a un succès assez important. Puisque les Goudes présentent 143 logements Airbnb pour 1000 habitants. Ensuite, on a le quartier de l'Opéra dans le 1er arrondissement de Marseille, puis le quartier de l'Hôtel de Ville. Donc là, on est sur les quartiers centraux, hypercentraux. Et on a aussi le quartier d'Andoum dans le 7e qui ressort. Donc, on en conclut que finalement, l'Airbnbisation touche principalement les zones à forte attractivité touristique à Marseille, laissant les quartiers plus éloignés relativement encore épargnés par ce phénomène sur l'année 2019. Après avoir vu ces chiffres, ces statistiques, cette spatialisation, bien évidemment, il faut s'intéresser à ce que cela va générer sur le territoire. Donc, les conflits et les régulations liées à ce phénomène d'Airbnbisation. Les conflits et les initiatives citoyennes qui vont émerger à Marseille, donc il va y en avoir plusieurs. On va avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de tags, donc des phénomènes plutôt éphémères qui vont apparaître dans la ville. On va avoir également des mouvements sociaux qui vont apparaître, des manifestations, des pétitions. On va avoir aussi en tout cas, une plateforme éthique qui est apparue, qui est Fairbnb, qui essaye de se faire une place à Marseille. Donc Fairbnb, c'est une plateforme qui se veut éthique, qui propose, elle, également des logements en ligne, mais qui ont été au préalablement choisis, certifiés entre guillemets, et qui, en fait, fait le choix de faire attention aux prix qui sont appliqués sur la plateforme et qui reverse la commission de la plateforme dans des programmes citoyens auprès des villes. On a aussi des collectifs de lutte qui sont apparus à Marseille. Donc ici, je vais citer Nos vies, nos voix ou Un centre-ville pour tous. Et on a aussi certains collectifs qui ont fait des actions un peu coup de poing, comme par exemple s'introduire dans certains logements Airbnb et les dégrader. Ensuite, forcément, après des initiatives citoyennes, on a aussi des initiatives plutôt institutionnelles avec un certain nombre de régulations qui sont apparues quand même relativement tard dans la ville de Marseille. Donc on a d'abord les taxations, donc la taxe de séjour qui est récoltée par la plateforme Airbnb et qui est ensuite reversée à la collectivité. On a l'obligation de s'enregistrer auprès de la mairie afin d'obtenir une numérotation officielle qui doit être ensuite renseignée sur la plateforme. Si cela n'est pas fait, au bout d'un certain nombre de temps, l'annonce est supprimée de la plateforme. On a aussi une réglementation sur la durée qui a été mise en place. Alors, elle vient tout juste d'être ajustée puisque avant, on était à 120 jours par an et depuis février 2025, on est passé à 90 jours par an dans la ville de Marseille. Ça, c'est plutôt sur ce qui va être résidence principale. Il y a des réglementations ensuite plus précises en termes, sur les résidences secondaires, où là, il est obligatoire de demander un changement d'usage du local, en fait, parce qu'on passe d'un logement classique à un local commercial, finalement. Et pareillement, depuis février 2025, si on demande ce changement d'usage de ce logement, il faut pouvoir proposer également un logement compensatoire du même mètre carré dans la même ville. Donc, ce qui va limiter drastiquement ce changement d'usage des résidences secondaires. Et on a eu aussi la mairie qui s'est engagée à supprimer les boîtes à clés dans l'espace public marseillais. Ça a été très médiatisé.
On va donc passer maintenant à notre troisième partie sur la livraison Uber Eats et Deliveroo à Aix-en-Provence. Donc cette ubérisation, il faut comprendre qu'elle n'est pas mono-activité, elle concerne tous les secteurs économiques. Probablement que nous-mêmes, enseignants-chercheurs, on sera un jour ubérisés. Et donc, ce sera peut-être une intelligence artificielle qui viendra à l'université populaire expliquer telle ou telle modification. Et pour le coup, c'est vrai que dans les travaux de Gwenaël sur la régulation de cette ubérisation, il est intéressant de remarquer que les citoyens s'organisent de la même manière que les institutions. Et qu'ils sont, dans les deux cas, passablement dépassés par le succès. Mais ce succès, si vous voulez, c'est là où je disais que le phénomène est complexe, ce succès, il est en même temps réalisé grâce aux consommateurs. C'est-à-dire en même temps nous, les habitants, qui faisons du tourisme et qui voulons faire du tourisme pour le moins cher possible, parce que les fins de mois sont difficiles et qu'on ne veut pas se priver de cet accès à la société de consommation et à l'exploration de tout un tas de villes ou de territoires qui nous intéressent. Et donc pour le coup, on est dans une certaine forme de schizophrénie, puisque d'un côté on souhaite avoir le plus de liberté possible, et cette liberté, moins elle coûte cher et mieux c'est pour nous. Et en même temps, ce désir de liberté, touristique notamment, mais pas que, dans la restauration, aboutit à une précarisation, mise en difficulté d'un certain nombre d'activités. Airbnb, c'est la partie immergée de l'iceberg. La plateformisation de la restauration, c'est une autre problématique qui sera et va très probablement être médiatisée, parce que aujourd'hui, vous avez une diminution qu'on observe dans certaines villes des rez-de-chaussée commerciaux de restauration. Parce que ça devient moins cher d'ouvrir une dark kitchen, c'est-à-dire un lieu où vous proposez un certain nombre de plats que vous faites livrer directement plutôt qu'avoir pignon sur rue, comme on disait avant. Et donc ça, pour le coup, le modèle économique change. Il change parce que la technologie le permet, il change également parce que les usages des consommateurs se transforment. Demain, vous vous faites livrer un falafel parce que c'est plus rapide et vous n'avez pas envie de rater le match ou l'émission où vous étiez. Et pour 10 €, vous allez faire déplacer quelqu'un, aller chercher votre falafel, le falafel va arriver, et finalement, vous avez perdu donc du nombre de pas pour votre santé physique, mais vous avez aussi validé un modèle économique qui est en passe de transformer de manière disruptive et prolongée la société et un certain nombre de pratiques. Et pour les transports, c'est pareil. Pour tout un tas d'activités, c'est pareil. On est aujourd'hui en train d'assister également à l'ubérisation de la médecine, puisqu'il y a des déserts médicaux, donc ça peut servir. Bref, cette plateformisation de la restauration, elle nous concerne tous, parce que, au vu du déploiement et du succès de Deliveroo et de Uber Eats, on peut raisonnablement penser que dans cette salle, beaucoup parmi nous ont déjà pratiqué ces commandes-là. Et ces commandes-là, elles valident un modèle, elles redéfinissent une chaîne de valeur, elles intègrent une intermédiation algorithmique entre les restaurateurs, les clients et les livreurs. Et elles modifient l'environnement urbain, le paysage urbain, les terrasses, dans lesquelles et sur lesquelles on avait tendance à manger l'été, les gens la préfèrent commander, etc. Le modèle a 3 phases: faible coût d'entrée, externalisation des risques et captation de données. Et donc finalement, l'espace urbain devient un flux algorithmique qui, d'un point A à un point B, accélère la livraison du repas, mais aussi développe un modèle économique, celui de l'économie de plateforme. Et les effets sociaux et spatiaux sont nombreux. Spatiaux parce que vous avez aujourd'hui une vraie réflexion à mener si vous voulez ouvrir une offre de restauration. C'est peut-être pour vous lancer plus économique de uniquement faire de la livraison, mais ça veut dire que beaucoup plus de gens peuvent le faire, et ça veut dire aussi que vous avez un changement dans la manière d'envisager ce modèle-là, puisque le même endroit, la même dark kitchen,
va acheter en gros du steak haché et elle va pouvoir livrer en même temps une offre de restauration américaine avec des burgers, en même temps du Tex-Mex, en même temps des brochettes asiatiques de bœuf, etc. Et donc, au même endroit, vous avez une concentration des ressources qui ensuite vont être transformées et redispatchées sur une nouvelle clientèle. Donc ça change beaucoup de choses et on n'en est qu'au tout début. On est au tout début de ces pratiques. Chez les moins de 30 ans, ces pratiques sont en développement exponentiel. Et on le sait tous, les jeunes d'un jour sont les vieux de demain. Donc ils vieillissent avec leurs pratiques. Ça peut inquiéter, mais c'est systémique. Et puis en parallèle de ces transformations, vous avez aussi des transformations sociales. Les livreurs d'aujourd'hui sont les ouvriers d'hier. Ils sont dans un encadrement de précarisation extrêmement important, parfois sans protection sociale, souvent invisibilisés. J'ai pas envie de dire esclaves des algorithmes, mais dépendants des algorithmes. Discuter avec un chauffeur Uber, il va vous expliquer pourquoi il dépend d'un algorithme et que lui-même a des stratégies pour justement que cet algorithme lui renvoie le plus de clients possible. C'est également la même chose sur les restaurants. Vous avez une réorganisation des mobilités dans les centres urbains. Des places qui autrefois étaient passantes, ou même parfois on y discutait, deviennent des lieux de concentration de chauffeurs, livreurs qui sont en scooter. Donc ils transforment l'espace public, aussi en le polluant. Je rappelle qu'au début, il y avait cette idée que les chauffeurs étaient plutôt en vélo, et puis finalement, pareil, hein, c'est toujours la même chose avec la technologie. Si d'un point A à un point B, on peut le faire plus rapidement sans se fatiguer, on va le faire, c'est humain. Humain, trop humain, disait Nietzsche, bah, pour le coup, on est dedans. Et puis, il y a des inégalités aussi territoriales, parce que la reconfiguration de l'offre, elle aboutit aussi à l'apparition de zones blanches. Si la restauration ne s'organise plus de la même manière, s'il est plus intéressant d'ouvrir une dark kitchen qu'un restaurant, eh bien, vous avez des territoires où il y avait déjà peu de lieux de restauration, il y en aura moins, ou il n'y en aura plus, parce que le modèle économique ne le permet plus. Et donc, ces inégalités, qui par ailleurs sont le pendant négatif de l'argent que ça génère, parce que ça ne marcherait pas si ça ne générait pas de l'argent. Et donc il faut comprendre qu'on est sur un modèle économique, on est dans une société consumériste, vous l'avez constaté également, et donc bah, cette logique-là, elle est fondamentalement en train de pénétrer nos quotidiens. Donc il y a des mobilisations qui ont lieu, il y a des tentatives de s'organiser, des syndicats de livreurs ou de chauffeurs qui apparaissent. Vous avez une prise en compte des institutions aussi qui se fait, mais la technologie souvent a un temps d'avance. Et le problème, c'est que cette technologie-là, elle a un temps d'avance dans sa maîtrise aussi, dans son déploiement technologique, c'est-à-dire que les services publics, il y a un siècle, il y a 50 ans, ils savaient organiser la gestion des déchets. Ils pouvaient la sous-traiter à une entreprise privée, et puis s'ils n'arrivaient pas, ben, l'entreprise privée ne marchait pas, ça ne donnait pas satisfaction, ils la remettaient dans le secteur public et l'intérêt général était le moteur. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de tout à fait nouveau, parce que les services publics ne maîtrisent pas ces technologies d'ubérisation, et donc pour le coup, il n'y a pas de concurrence possible, et donc pour le coup, elles sont uniquement dans un rapport passif à l'ubérisation qui est « il faut que j'encadre, il faut que je régularise sans perdre forcément mon attractivité ». Parce qu'un fort taux de Airbnb, comme je le disais tout à l'heure, eh ben, ça correspond à un certain type de clientèle qui va venir et qui va dépenser de l'argent. Et donc, bah, pareil, le déploiement de cette organisation se fait en fonction d'un certain nombre de territoires. À Barcelone, qui était à la pointe, je vous le disais l'année dernière en parlant de l'intermétropolisation, à la pointe des luttes sociales, les dark kitchens ont été interdites. Aujourd'hui, vous avez un encadrement qui se fait au niveau de villes comme Paris. Et à Aix-en-Provence, dont va vous parler Gwenaëlle, on a choisi cet espace-là parce que dans la métropole, c'est un lieu extrêmement touristique où l'offre de restauration est traditionnellement, classiquement, historiquement très importante. Et donc c'est intéressant pour nous de voir dans ce type de configuration urbaine ce qui se passe. Oui, donc je vais passer sur la présentation des résultats que nous avons eus
à la suite de 2 enquêtes qui ont été menées auprès de restaurateurs à Aix, notamment par des étudiants de master de l'université, dont certains sont présents ce soir. Donc, les plateformes comme acteurs du quotidien à Aix-en-Provence, Uber Eats et Deliveroo arrivent dans la ville à partir de 2015. Et ces 2 plateformes vont faire de l'ombre et vont finalement garder un monopole aujourd'hui. Il n'existe pratiquement que ces 2 plateformes dans la ville. Puisque les résultats de l'enquête montrent que Uber Eats aujourd'hui est utilisé par 46% des restaurateurs qui ont été interrogés en 2024. C'était 41% en 2021. Deliveroo, 41% des restaurateurs qui ont été interrogés en 2024 contre 42% en 2021. Donc là, on reste plutôt sur quelque chose de stable. Par contre, Just Eat a été totalement, quasiment délaissé puisqu'il ne représente que 6% par rapport aux restaurateurs interrogés. Et Food In, qui était une plateforme locale aixoise, a aussi connu une chute significative puisque seulement 2% des restaurateurs interrogés l'utilisent encore en 2024. On a observé également un fort ancrage dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, forcément puisque c'est là où il y a la proximité de tous les autres restaurants et qu'il y a une population étudiante assez prégnante. Et on sait très bien aujourd'hui que ce sont plutôt les populations plus jeunes qui utilisent les plateformes de livraison de nourriture. La ville devient alors un maillon logistique de ce capitalisme de plateforme en tout cas. Et on observe également une pérennité des restaurateurs sur ces plateformes, puisque plus de la moitié des restaurants interrogés ont rejoint ces plateformes après 2019, avec notamment un pic notable durant les confinements 2020-2021, et ont continué à utiliser ces plateformes jusqu'en 2024. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner plutôt comme impact sur ces restaurateurs? Déjà, il faut comprendre pourquoi ces restaurateurs ont rejoint ces plateformes. Quelles étaient leurs motivations? Pour 48% des restaurateurs, c'est élargir la clientèle. Bien évidemment, avoir plus de visibilité. 44% ont répondu aussi la visibilité. Mais c'est aussi pour s'adapter aux nouvelles technologies. Cependant, la majorité des restaurants, en tout cas interrogés, génèrent encore une petite part de leur chiffre d'affaires grâce à ces livraisons. 56% des restaurants interrogés réalisent moins de 20% de leur chiffre d'affaires via ce modèle. Et seuls 10% des restaurants interrogés réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires grâce à ces livraisons. Donc c'est un chiffre qui est resté plutôt stable, mais où on voit une augmentation quand même de l'usage de ces plateformes depuis la crise sanitaire et aussi depuis la crise de l'inflation. On remarque également qu'on a une tendance vers une offre de repas plus abordable sur ces plateformes, avec des prix moyens compris entre 10 et 20 €, en tout cas pour 65% des établissements interrogés. On a aussi une précarisation qui va se mettre en place, puisque de nombreux restaurateurs soulignent que les commissions sont assez élevées, puisqu'elles représentent 30%, et que des fois il est difficile de pouvoir faire face aux coûts associés, et ça réduit forcément considérablement leurs bénéfices, notamment pour les plus petits établissements. Effectivement, quand il y a une commission de plus de 30%, on est obligé d'augmenter ses prix sur la plateforme, mais en même temps, si on augmente trop nos prix, on n'aura pas de commande. Donc, voilà. On a donc une transformation du modèle économique qui se fait. Les plateformes permettent aujourd'hui d'atteindre une clientèle beaucoup plus large, mais cela s'accompagne aussi d'une relative dépendance de ces plateformes. En accompagnement, on a forcément l'émergence de nouvelles nuisances. Donc on va avoir tout ce qui va être bruit des scooters, des motos, des livreurs, notamment dans les quartiers résidentiels. On va avoir la congestion du trafic, le blocage des rues et des accès difficiles pour les autres commerçants qui sont à proximité. Et on observe également un manque de points de retrait qui va être dédié ou de points de stationnement pour ces livreurs au sein des villes, ce qui va exacerber la saturation des espaces urbains.
Comme on l'a dit tout à l'heure, ces phénomènes s'accompagnent de l'apparition des dark kitchens. Donc c'est une nouvelle révolution dans la restauration. Donc ces dark kitchens, c'est une concurrence pour les restaurateurs traditionnels, puisque ça leur permet de réduire des coûts fixes, puisqu'il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'accueil de la clientèle. Et ces dark kitchens peuvent également héberger plusieurs marques virtuelles dans un même local. On a forcément aussi un impact sur l'urbanisme, puisqu'il y a une invisibilité et pas d'intégration dans le tissu urbain, pas de contact avec la population, etc. On a donc aussi des enjeux sociaux, les conditions de travail précaires, les horaires irréguliers, etc. Et bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, des enjeux environnementaux, l'augmentation de ces livraisons motorisées et la pollution accrue. On a également interrogé les restaurateurs pour connaître leur avis sur les dark kitchens et ce nouveau phénomène qui apparaissait. En 2021, seulement 39% des restaurateurs interrogés connaissaient le terme de dark kitchen et leur définition. On est monté à 58% en 2024. Donc ça montre que voilà, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et quelles sont leurs réactions face à l'idée de travailler dans des dark kitchens, donc pour ces restaurateurs. En 2021, seulement 10% des restaurateurs étaient intéressés par l'idée de travailler dans ces dark kitchens ou de devenir eux-mêmes une dark kitchen, hein, sans loyer mais avec une commission plus élevée. En 2024, c'est 50% des restaurateurs qui ne seraient pas contre travailler dans ces dark kitchens. 38% ont répondu pourquoi pas et seulement 13% n'ont pas donné leur avis. Donc on voit que finalement ce phénomène est aussi attractif pour un certain nombre de restaurateurs. Donc le monde change. Il change très vite, plus vite qu'il n'a jamais évolué. Parce que là, on est en train de vous parler du capitalisme de plateforme et de son déploiement urbain, de son incarnation dans un certain nombre d'évolutions de fonctions métropolitaines et urbaines classiques. Mais on ne parle pas encore de la vague de l'intelligence artificielle qui va clairement accélérer cette ubérisation généralisée des fonctions. Et de ce point de vue-là, il est certain qu'on assiste à une reconfiguration accélérée du fonctionnement de nos villes, de nos sociétés, avec en cœur de cette transformation de modèle les citoyens, citadins, consommateurs, consommateurs qui favorisent ce déploiement. Et les contre-propositions qu'on a pu voir, comme la plateforme éthique Airbnb, pour essayer de contrecarrer le déploiement purement capitalistique de Airbnb, a très peu de résonance dans la société par rapport à la résonance que peut avoir Airbnb. On peut se demander, pour le coup, si le sujet intéresse véritablement nos concitoyens, et s'il ne les intéresse pas, c'est peut-être pour ça que, d'un point de vue politique, on n'a pas l'impression que nos gouvernants mesurent les enjeux des transformations sociétales que nous sommes en train, non pas d'attendre, mais de vivre très concrètement. Précarisation d'un certain nombre d'emplois, disparition d'un certain nombre d'activités, transformation des exigences, également pour d'autres métiers, et accélération des inégalités socio-urbaines, parce que, et c'est sur ça qu'on va conclure, le capitalisme de plateforme est un avatar, un nouvel avatar moderne porté par les technologies de l'information et des communications du capitalisme, mais il n'en reste pas moins capitalisme en tant que tel, économie de marché en tant que tel. Et donc son succès correspond également au développement d'un certain nombre d'inégalités et de difficultés extrêmement difficiles à appréhender pour les collectivités locales, pour les institutions, parce que elles sont tout simplement pas formées sur ces changements qui parfois sont presque d'ordre philosophique et éthique dans la manière de produire, de créer, de faire du commerce. Et pour le coup, le système a toujours une inertie. On critique souvent d'ailleurs l'inertie du système public dans sa réaction et sa capacité de réaction.
Donc il essaye de proposer des régulations au même titre que les citoyens essayent de s'organiser. Pour le moment, nous, on est en train d'objectiver ce phénomène et son déploiement territorial. Et moi, j'aime bien revenir sur cette phrase cette citation de Gramsci qui disait « Je suis pessimiste par intelligence, mais je suis optimiste par volonté ». Et pour le coup, il faut bien mesurer que les forces vives citoyennes qui tentent de proposer des alternatives, elles existent, et qu'on ne les entend pas parce que parfois on ne leur donne pas assez de parole et on ne montre pas les contre-modèles, les expériences, les propositions qui sont faites pour justement, si ce n'est l'encadrer ou le réguler, mais proposer un autre modèle d'ubérisation. De la même manière que la Smart City a été l'incarnation du néolibéralisme urbain et de l'entrepreneurialisation des politiques d'aménagement du territoire, aujourd'hui, des collectifs citoyens, intellectuels, de chercheurs ont réussi à proposer la notion de sharing cities qui a convaincu au niveau européen et qui essaye de montrer que les citoyens peuvent se réapproprier la gestion de leurs données. Parce que la donnée, la gestion algorithmique qu'on sous-traite à des entreprises technologiques, en fait, elles gagnent de l'argent sur des données que nous produisons. En réalité, nous sommes producteurs des données que nous produisons. Notre déplacement, il nous appartient en tant que tel. Si quelqu'un fait de l'argent sur le déplacement qu'on fait d'un point A à un point B ou sur un choix, au final, ça reste notre activité. Et donc, effectivement, dans le rapport au travail et à la valorisation du travail économique, c'est un peu différent parce que est-ce que c'est un travail que de se déplacer d'un point A à un point B? Non, mais c'est une activité qui maintenant est marchande. Donc, est-ce que c'est normal que les citoyens n'aient pas accès à la valorisation de leur propre activité? Ça, c'est des questions philosophiques, éthiques, qui intéressent la science politique également, juridiques, qui aujourd'hui sont au cœur des réflexions que nous avons et qui laissent quand même espérer sur le fait que on trouve des moyens de ne pas se faire totalement j'allais dire détruire, mais c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas nous faire subir cette transformation socio-technologique à laquelle l'ubérisation correspond. Pour se rassurer, il faut quand même se dire que le capitalisme a besoin d'une chose, c'est de consommateurs, qu'il faudra bien qu'on puisse être en état de consommer tout ce qui est ubérisé. Donc quelque part, il faudra bien quand même qu'il y ait une régulation qui se fasse par la force des choses. Et puis, regardons aussi un petit peu ce qui se passe ici ou là, en Amérique du Nord, au Canada notamment, au Québec, ou en Europe, ce qui s'est passé à Barcelone, ou ce qui se passe par ailleurs. Vous avez aujourd'hui des groupes politiques, des coalitions politiques citoyennes qui se forment autour de ces mots d'ordre d'ubérisation et de transformation technologique de nos quartiers, de nos cités, de nos arrondissements, de nos villes. Ça veut dire que les mouvements politiques, les gens qui réfléchissent sur ça, sont en train d'essayer de proposer des contre-propositions qui elles-mêmes vont arriver devant les urnes. Alors, si les électeurs ne sont pas encore ubérisés d'ici là, il s'agira à ce moment-là de favoriser tel ou tel modèle de société, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Quel modèle de société nous souhaitons pour demain, pour nos enfants, pour nous, et pour nos emplois et nos activités. Je vous remercie. Je vois qui porte, ça devrait aller. Merci et bravo pour toutes ces recherches, pour cette belle conférence. Vous avez montré l'accélération en fait des transformations économiques, des transformations capitalistiques. Il y a 30 ans, peut-être davantage, Chambourcy et Danone, concurrents comme jamais, se disent mais on livre les mêmes points de distribution. Et nous avons des compagnies de livraison qui sont différentes. Alors nous allons créer une plateforme et les mêmes camions vont livrer tous les clients de Danone et de Chambourcy. Et puis, plus récemment, le regroupement, et là c'est local, c'est le regroupement de Pernod et Ricard. Donc il y a plein de regroupements économiques qui se sont installés. Alors aujourd'hui, ils sont peut-être davantage visibles, ils sont peut-être davantage rapides, mais c'est une évolution
vous avez vu, j'ai des cheveux blancs, c'est une évolution que j'ai vue arriver. Vous parliez de la disparition des petits commerces, on a assisté à la même chose lors de l'installation des grandes surfaces, des premiers supermarchés. Et aujourd'hui, on observe un retour en arrière où il y a plein de grandes surfaces qui ne sont plus profitables et la création de petites surfaces de distribution. Les carrefours qui restent ouverts jusqu'à minuit, mais pas que. Donc c'est tout ça que nous avons à gérer, et comme le disait Alexandre, on fait avec ou on ne fait pas. Mais on a le droit de se faire livrer ou d'aller bouffer avec les copains au restaurant, et c'est pas la même chose. À vous. Une question. Sur Airbnb, là, si on prend le cas de Booking, c'est une plateforme qui, semble-t-il, fait un petit peu la même chose. Quelles sont les parts de marché respectives des uns et des autres, de l'un et de l'autre? Est-ce qu'ils sont vraiment concurrents? Combien il y a de gens qui mettent en même temps leurs biens sur les deux plateformes? On parle toujours d'Airbnb, mais voilà. Le souci, c'est que Booking, nous n'avons pas les données. Et que Booking regroupe un certain nombre d'annonces qui sont des hôtels, des gîtes et des gens qui ont des Airbnb. Et effectivement, on a des hôtes qui sont présents sur plusieurs plateformes. Donc en fait, on a choisi Airbnb parce que nous avions les données et parce que nous pouvions vraiment analyser une plateforme en tant que telle, avec seulement celle-ci, sur une ville. Mais Booking, oui. Et pour le coup, alors on ne peut pas vous donner la réponse aujourd'hui, mais probablement qu'on pourra vous la donner demain, parce qu'on va commencer à travailler dans le cadre d'une convention qu'on a signée entre le CNRS, Aix-Marseille Université et la ville de Marseille, sur les données Elan. Donc on remercie d'ailleurs l'adjoint au maire, justement d'accepter ce regard critique de la recherche sur les données qu'il y a, puisque les données Elan obligent tous les prestataires type Airbnb à transmettre les données qu'ils ont sur ces locations touristiques temporaires. Donc pour le coup, on pourra mesurer les enjeux. Intuitivement, ce qu'on peut observer, c'est que ce qui procède d'Airbnb procède par ailleurs des autres plateformes. Elles procèdent de la même manière parce que vous avez les mêmes types d'hôtes, les mêmes types de logements, et finalement, c'est une segmentation cosmétique du marché de la location, du touristique temporaire, et cosmétique et technologique, mais à mon avis, on a à peu près les mêmes types de process, ce qui encourage les gens aussi à développer leur offre. Et ce qui est dommageable, c'est que les alternatives éthiques sont rares, mais quand elles existent, elles ne sont pas encouragées par les citadins. Parce que la réalité, c'est que, encore une fois, l'ubérisation des pratiques ne peut pas se faire sans le principal acteur, c'est-à-dire le consommateur. Si le consommateur choisit pour le même prix d'aller sur une pratique éthique qui assure que le bénéfice sera reversé à des associations de citoyens locaux, ou en tout cas des gens qui vont prendre soin des quartiers, ben, ce n'est pas la même chose que les 30% ou les 20% de bénéfices, ou d'ailleurs je ne sais pas quel est le pourcentage exact sur Airbnb, en tout cas le pourcentage pris par Airbnb, 15% qui va directement dans la Silicon Valley. Alors les jeunes, vous avez tout compris? Il y a une question là, c'est bon. Oui, j'ai vu, mais j'aimerais bien que les jeunes... Priorité aux jeunes? Non, quand même, c'est pas possible. C'est pas priorité aux jeunes, mais ils sont venus apprendre. Même si vous avez tout compris, vous avez peut-être des questions, des sujets qui vous interrogent. Allez, vas-y. Merci d'être le plus courageux. Là, l'étude, elle se termine en 2020, en juillet 2020, et c'est pour savoir s'il y a, sur les 5 dernières années, une étude qui vient un peu mettre à jour, parce qu'on a eu un changement de mairie aussi qui a vu le phénomène différemment. Donc, excellente question. La raison pour laquelle les données s'arrêtent en 2020, c'est parce que on disposait de ces données jusqu'en 2020 et il a fallu 4 ans pour que j'arrive à faire que cette convention soit signée avec la ville de Marseille. L'abnégation,
voilà, à payer, et que donc on puisse disposer dans les jours à venir des données qui précèdent 2024, et donc on pourra également avoir cette mise en perspective. Mais ce qu'on sait, c'est que Airbnb n'a pas arrêté de se développer. Airbnb est arrivé en 2010 à Marseille, c'est-à-dire c'est 15 ans, c'est rien à l'échelle d'une ville. Et pourtant aujourd'hui Airbnb est un acteur structurant, incontournable de l'offre touristique marseillaise. J'ai envie de dire que la mise en tourisme de Marseille, avec Capitale européenne de 2013, s'est faite et a accompagné le développement d'Airbnb. Et juste une petite réflexion, c'est d'abord vous avez parlé de la suppression des boîtes à clés dans l'espace public, et c'était une opération qui a eu lieu là, cette année. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur le mobilier public, c'est pas sur l'espace public. Et du coup, pendant un certain temps, on avait toutes les porte-clés qui étaient sur les barrières des immeubles. Et comme il n'y a pas eu de nouveaux contrôles qui ont été faits, c'est revenu sur le mobilier public. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'il y ait eu une évolution comme ça qui s'est faite. Et ça montre bien que c'est un budget. Ça veut dire que, en fait, il faut mettre au point des stratégies de lutte parce que, encore une fois, on a un enjeu d'un déploiement entre guillemets sauvage au sens de non régulé d'une activité capitaliste. C'est quand même ça l'enjeu principal de cette mutation sociétale. Oui, vas-y. Ouais, merci. Merci à tous les deux pour cette présentation. C'est important de parler de sujets comme ça et de continuer d'en parler. Moi, je voulais savoir, Alexandre, tu as dit qu'à Lisbonne, on était un peu sur le modèle inverse. Alors, je sais bien que vous avez parlé de Marseille et d'Aix-en-Provence, mais visiblement, tu expliquais qu'à Lisbonne, le maire était plutôt favorable à ces initiatives-là, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Et moi, tout au long de votre présentation, je me suis un peu imaginé, un modèle de ville cauchemardesque où ce serait des effets cumulatifs de l'ubérisation et où on aurait des espèces de centres urbains qui seraient dédiés à toutes ces plateformes-là. Parce qu'on a vu que ça affecte à la fois le logement, l'alimentation, comme tu le disais, bientôt sans doute la recherche, la santé, la médecine. Espérons qu'on n'en arrive pas jusqu'à là. Mais est-ce qu'on peut imaginer des territoires qui seraient affectés autrement que par les graffitis que tu as montré, Gwenaël, sur les illustrations du panier, ou les fameuses boîtes à clés dont on parlait à l'instant. Est-ce qu'on pourrait imaginer un modèle urbain qui serait un peu l'ubérisation de l'extrême et qui serait là pour favoriser plus encore ces plateformes que ça ne l'est actuellement? Je pense que c'est plus qu'on peut l'imaginer, c'est tout territoire qui n'affichera pas sa volonté d'encadrer de manière extrêmement coercitive l'ubérisation sera dépassé par le marché. C'est un phénomène qui est classique dans l'économie et pour le coup on est sur une logique qui est difficile à appréhender parce que la technologie, je le disais tout à l'heure, a toujours un coup d'avance et elle est largement plébiscitée par les populations. Nous portons tous sur nous des vêtements dont une partie, on les a achetés très peu cher et maintenant, on peut se les faire livrer. Ce qui pose un problème. Les magasins de chaussures ferment parce que les gens ne vont plus que dans un magasin de chaussures pour essayer des chaussures qu'ils vont ensuite commander sur Internet avec 15% de réduction. Pareil pour les vêtements. Ce qui, en termes d'empreinte carbone, est terrible. Et il faut comprendre le modèle dans lequel on est. Donc, si on n'encadre pas ça, à Aix-en-Provence, la mairie a été obligée de trouver des parades économiques pour encourager le maintien de librairies dans la ville. Parce que vous avez un fonds de commerce de librairie, il ne rapporte pas assez par rapport à d'autres types d'activités. Donc il y a une accélération des mutations qui se passe et si les populations plébiscitent ces pratiques, le modèle s'impose. Et à Lisbonne, il s'imposera d'autant plus facilement que le maire, lui, il n'est pas cynique, mais il est pragmatique. Si ses électeurs lui disent nous, Airbnb, en fait, on veut bien parce qu'on
on était une ville à requalifier, ben voilà, maintenant Airbnb nous aide à la requalifier, allons-y. Mais là, Gwenaëlle en sait plus que moi. Oui, sur la question de Lisbonne, c'est parce qu'il y a eu un changement de mairie assez récemment. Mais avant cela, c'était plutôt une mairie qui justement essayait de limiter drastiquement le nombre de Airbnb en mettant en place des programmes, notamment d'avantages fiscaux, si les appartements revenaient à la location longue durée, avec des contrôles, etc. Et donc finalement, après, il y a eu ces nouvelles élections, le maire est passé et lui, effectivement, il a un tout autre discours en disant que le tourisme rapporte énormément d'argent dans la ville de Lisbonne et que c'est dommage voilà, de freiner finalement ces Airbnb, sachant que certains quartiers aujourd'hui, alors à Lisbonne, c'est pas du tout comme Marseille, on a des bâtiments entiers en fait dans certains quartiers, notamment les quartiers de fête pour les touristes dans les centres-villes, où le bâtiment en fait, à chaque étage, il y a un appartement Airbnb qui est lui-même divisé en chambres différentes sur la plateforme. Donc on atteint vraiment d'autres niveaux, mais il faut savoir que ces quartiers-là, le discours des hôtes en tout cas, c'était dans ces quartiers, il n'y avait plus rien, les bâtiments étaient un peu laissés à l'abandon, c'était précaire. Nous on est arrivés, on a rénové et maintenant il y a des commerces en bas, il y a des bars qui ont ouvert, il y a des restaurants qui ont ouvert et donc ça ramène de la vie. Par contre, dans ces quartiers-là où moi je me suis promenée, les gens qui y habitent, les locaux qui y habitent, en fait, ils ont les bruits des valises le soir, le matin, la nuit, etc. Les touristes dans les rues qui font les fêtes à pas d'heure. Voilà. Et puis les locaux qui n'avaient plus à trouver de logement, oui, parce que les loyers ont largement augmenté. Oui. Bon, c'est le problème du capitalisme commun. Oui, moi, on a tous reçu actuellement notre feuille d'impôt où le fisc a la gentillesse de nous mettre nos salaires, nos retraites, tout nickel. Comment ça se passe avec un propriétaire, mettons, d'un logement Airbnb, un livreur, un taxi, comment se passe la fiscalité et y a-t-il risque de travail au noir? Alors, concernant tout ce qui va être livreur, chauffeur, etc., normalement, ils ont un statut d'indépendant, donc ils ont une auto-entreprise et eux doivent déclarer leurs revenus. Alors, bien sûr, on sait qu'il y a quand même des systèmes où, en fait, on a un utilisateur qui a sa plateforme et sa plateforme, il va la passer à un autre collègue et, en fait, il va faire limite du non-stop et on sait qu'il y a des systèmes comme ça qui sont mis en place. Mais normalement, ils ont un statut d'indépendant, ils doivent déclarer leurs revenus. Sur la plateforme Airbnb, il y a aussi les revenus qui doivent être déclarés sur la fiche d'imposition. C'est obligatoire. Airbnb rappelle les revenus qui ont été générés durant une année. Et normalement, pareillement, on est obligé de les déclarer. Alors après, il me semble qu'il y a quand même un montant. Si on ne dépasse pas tant à l'année, on n'est pas obligé de déclarer, mais il me semble que la valeur, elle est vraiment non significative. Il me semble de tête que c'est 300 € par an, ce qui représente quasiment rien. Oui, vas-y. Je rebondis parce que c'est intéressant, il y a toute une réflexion en ce moment sur la plateforme Vinted, sur justement la déclaration des revenus et comment est-ce qu'on fait pour déclarer. Et là, ça rend parfaitement un exemple. Oui. Quand on parle d'encadrement des dérives un peu de l'ubérisation, notamment autour de la restauration, donc vous avez dit qu'à Barcelone, elles ont été interdites dans les centres-villes, les dark kitchens. À Amsterdam aussi, la mairie met en place un fonds pour aider les associations à occuper des logements, enfin des bâtiments commerciaux vacants pour éviter que des dark kitchens s'y implantent. Qu'est-ce qui manque aux mairies qui voudraient contrôler un peu ce phénomène? Est-ce que c'est un manque d'outils? Est-ce que c'est un manque de volonté? Comment ne pas être catégorique autant qu'à Barcelone ou à Amsterdam? Déjà, j'ai envie de dire, il y a la liberté d'entreprendre, c'est un droit de l'homme aussi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que
En fait, à mon sens, on est en train de parler d'une mutation sociétale qu'il faut corréler avec le niveau de responsabilisation de chacun. Le problème n'est pas forcément qu'on crée une dark kitchen, parce que si quelqu'un veut créer une dark kitchen quelque part, il a peut-être son ambition, il n'aime pas la salle, c'est une proposition d'une déclinaison d'une offre commerciale de restauration qui en soi n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est sa systématisation, et c'est surtout le fait que les usagers adhèrent tellement à la pratique sans mesurer les enjeux de leur pratique, comme si c'était des enfants irresponsables, qu'on aboutit à une transformation et les gens disent « Ah bah c'est dommage, les restaurants sont en train de disparaître ou les magasins de fringues ou de chaussures sont en train de disparaître. » Et donc, si vous voulez, il me semble que la vraie problématique, c'est celle de la déresponsabilisation collective des individus qui se cachent depuis des décennies, peut-être même des siècles et des siècles, constamment derrière soit le système économique, soit le système politique, soit même le système religieux. Il y a toujours quelque chose qui permet d'expliquer pourquoi quelqu'un n'arrive pas à ça et pourquoi il y a un problème. Moi, il me semble que, encore une fois, je reviens dessus, les institutions, elles peuvent encadrer, elles peuvent interdire, mais c'est quand même un constat d'échec qu'on peut porter collectivement sur nous-mêmes. Je le disais, la restauration rapide et l'explosion de la restauration rapide, c'est quand même bien l'avènement de la société du moindre effort, où les gens ne veulent plus même faire 300 mètres pour commander quelque chose. Et encore, ça c'est dans des cas où on ne parle même pas des gens qui commandent leur alcool ou quelques courses comme ça sur Amazon, qui se font livrer, et puis qui renvoient et tout. On est sur des pratiques qui sont, d'un point de vue environnemental, des aberrations. Et c'est paradoxal, puisque aujourd'hui on est dans une société où on a l'impression que l'enjeu écologique, environnemental, a convaincu toutes les strates de notre population, et en même temps, quand on regarde les pratiques, ben, on est dans des pratiques qui sont totalement anti-écologiques. Donc, pour ma part, le sentiment que j'ai, c'est que les institutions ont aujourd'hui un appareil réglementaire qui permet de réguler, d'interdire, mais on ne peut pas constamment se cacher derrière la nécessité d'avoir une institution qui doit gérer ça pour nous. D'abord, regardons nous-mêmes nos pratiques collectivement, enseignons à nos enfants que l'ubérisation, elle a un sens environnemental, elle a un coût environnemental, parce qu'aujourd'hui, dans les écoles primaires, on enseigne la préoccupation environnementale et écologique de manière extrêmement forte, et en même temps, il y a une pression qui se fait autour des tablettes, des écrans, des téléphones, chez les enfants, chez les jeunes, qui est complètement antinomique et qui va aboutir à ce développement de l'ubérisation. Moi, je pense que cette question de l'ubérisation, ce n'est pas uniquement une question économique et territoriale, je pense que c'est une question politique au sens classique du terme, c'est-à-dire la gestion de la cité, la gestion de notre quotidien. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de mettre ça dans le débat public et de trouver une solution? Et le problème, c'est que c'est un débat qui n'est pas du tout sexy et qui est presque anxiogène, vous voyez. On est en train de parler, ubérisation, il faut encore encadrer, alors qu'aujourd'hui, le débat ambiant, c'est plutôt de dire, on en a marre des règlements. Donc en fait, on arrive à décrédibiliser le régulationnisme et le keynésianisme en promouvant une certaine forme de liberté qui est en même temps notre cage et la prison dans laquelle on est en train de s'enfermer collectivement. Parce que le retour en arrière, il n'y en aura pas vraiment. La technologie, elle est là et elle va continuer. Et l'intelligence artificielle, je disais, on n'en est qu'au prélude. Tu voulais rajouter un truc ? Ce qui est assez attristant dans le développement des livraisons à domicile, c'est que c'est d'une certaine façon, je trouve, le retour d'une forme de domesticité. C'est-à-dire qu'on achète à bas prix des tâches qu'on ne veut même plus faire soi-même.
Et ça, je trouve que... Ouais. Et de la même façon que la livraison à domicile est aussi quelque chose qui génère une quantité de déchets phénoménale, donc ce que vous disiez sur l'impact écologique, au-delà du bruit et tout ça. Et donc, en fait, ouais, c'est un vrai modèle de société que ça représente, quoi, où la liberté de quelques-uns, finalement, se fait au détriment d'une paupérisation, d'une domestication de gens qui sont auto-domestiques, quoi, quelque part. Oui, même mal si, payés. même si les emplois précaires n'ont pas attendu Uber pour exister. Et c'est là où je souhaite vraiment insister sur le fait qu'on ne soit pas dans une apparition de quelque chose de nouveau. L'offre technologique, elle est nouvelle. Mais les mutations organisationnelles, elles ne sont pas nouvelles. C'est juste que la précarisation concerne toujours le même type de personnes, mais elle s'incarne différemment. Et le livreur d'aujourd'hui, probablement que le Zola de 2025 ou le Balzac de 2025, dans un siècle, si on lit encore des livres, aura raconté les niveaux de précarité, le quotidien difficile de ce qu'il est, voilà. Donc c'est un écho. Mais pour juste préciser par rapport à ce que vous disiez, ce n'est pas l'intérêt de quelques-uns. Parce qu'encore une fois, c'est la pratique collective. On est sur un phénomène où, pour le coup, on est tous en capacité de s'interroger et d'interroger nos voisins, nos proches, sur l'enjeu en fait de nos pratiques. Parce que même si dans cette salle on arrive à se dire c'est quand même incroyable, derrière quand on sort, on va manquer de se faire écraser par 4 chauffeurs livreurs Uber. Et puis on va se dire, ah ben attends, c'est pas possible, on va se mettre de côté, puis là il y avait la trottinette ubérisée, est-ce qu'il vaut mieux pas que je prenne un VTC parce que moi je suis sûr de rentrer chez moi vivant. Et ça, c'est dans le taxi, vous allez regarder votre téléphone et vous allez avoir une offre d'un pantalon ou de fringues à moitié prix, tiers de prix, et vous allez dire ah ouais, mais c'est quand même super intéressant parce que grâce à ça je vais économiser un peu d'argent et je vais pouvoir aller avec un billet à 50 balles en week-end à Barcelone, le Airbnb est moins cher. Vous voyez, le problème c'est que les choses elles sont compliquées et que nous-mêmes on a tous un rôle à jouer dedans, rôle que nous n'avons pas souhaité avoir, mais rôle que nous tenons malgré tout. C'est la notion de consommateur. C'est-à-dire, on n'est plus passif. La consommation, c'est plus quelque chose de passif ni de divertissant. C'est quelque chose qui valide le modèle organisationnel de demain, d'après-demain. Marseille, c'est la ville où a été créé le premier café. C'est Marseille qui a importé en premier le café qui venait à cette époque-là de Turquie. Et il y avait sur la Canadienne un grand café à tous les angles de rue. Tout cela ont disparu, mais comme les bistrots dans les quartiers. Donc là encore, si ces commerces disparaissent, c'est parce qu'il n'y a plus de consommateurs. C'est parce que les gens, plutôt que d'aller prendre le café ou l'apéro dans un bistrot, préfèrent rentrer chez eux et regarder la téloche. Oui, ou à s'organiser entre eux, parce que pour le coup, il y a aussi quelque chose qui est un peu pernicieux dans l'analyse qu'on peut faire de l'ubérisation, c'est qu'on a tendance à avoir souvent et entendre une posture qui est primairement anti-technologie. Mais il faut aussi replacer les choses. L'objet en tant que tel n'est pas problématique, c'est l'utilisation qu'on en fait, parce que si sur votre objet, vous avez des podcasts d'un bon niveau qui vous permettent d'écouter des choses tout à fait intéressantes sur un trajet, ou vous lisez de la presse parce que vous avez les moyens de vous abonner à tel ou tel, ou vous lisez un livre, paradoxalement, le smartphone décuple les prétextes à lire, alors qu'on était dans une logique où on disait, rappelez-vous, les gens lisent plus, les jeunes lisent plus, mais si vous changez le téléphone, les photos que vous aviez à l'époque des gens dans le métro, ils lisaient leur journal. Aujourd'hui, ils lisent leur téléphone. Donc le problème, c'est pas le support, c'est l'usage et c'est ce qu'on fait du support. Malheureusement, l'analyse que je propose, en tout cas je décrypte les choses, pour moi c'est l'avènement de la société du moindre effort.
et d'une certaine forme de médiocrité. La technologie permet de se passer d'efforts. Ah bah oui. C'est plus difficile d'aller passer un lundi soir à l'université populaire en lisant sur son smartphone les dernières nouvelles sur un magazine où l'information est payante parce qu'elle essaye encore d'être objectivée, parce que le journalisme c'est un travail payant. Pour le coup, on voit bien, là, c'est plus difficile de faire ça, plutôt que de rester à écouter telle ou telle chaîne d'information publique, où la subjectivité est le moteur principal de l'information. Vous voyez ? Donc, et nous-mêmes, chercheurs, on a des critiques à se faire à nous-mêmes. Comment on en est arrivé à un stade où les intellectuels, aujourd'hui, sont plutôt répulsifs qu'attractifs. On ne cherche plus un éclairage intellectuel, on recherche une facilité intellectuelle, comprendre les choses vite. Alors résume-moi les choses en 2 secondes, et ça me suffit. Parce qu'on a échoué à inculquer aux générations que quelque chose qui est facile à explicable n'est pas forcément vrai. C'est pas parce que quelque chose est facile à expliquer que c'est vrai. Souvent la vérité est complexe. Mais la complexité est effort. Or, l'ubérisation, c'est la simplification. On est dans cette société de la simplification. Oui. Concernant la livraison des repas, je suppose que ça tire aussi dans la médiocrité. Est-ce qu'il y a eu des études sur la qualité des repas livrés? Oui, tout à fait. C'est une question aussi de santé publique, hein, bien évidemment, qui va rentrer en vigueur. Et on l'a montré aussi dans l'étude faite à Aix-en-Provence, puisque en fait, la majorité des gens qui commandent quand même sur les plateformes commandent pour des paniers assez faibles, entre 10 et 20 euros. Donc forcément, entre 10 et 20 euros, à quoi est-ce qu'on a accès? En général, à du fast-food. Donc forcément, il va y avoir cette question de santé, effectivement, et de qualité nutritive des aliments. Et en plus, ce ne sont pas les produits locaux. On ne t'entend pas. Oui, alors pour le coup, j'imagine, parce qu'il y a forcément des créneaux et des segments de clientèle qui vont vouloir des produits locaux de qualité, donc il y a probablement une restauration ubérisée de qualité. Mais moi, ce à quoi ça me fait penser, pareil, c'est chronologiquement parlant, le symbole de la malbouffe à la fin des années 90, c'était McDonald's. Et on pouvait faire plus difficilement moins de bas de gamme. Et aujourd'hui, les gens commandent par Uber McDonald's. C'est-à-dire que à l'époque, j'ai envie de dire, même ceux qui étaient dans la malbouffe, dans le niveau de la malbouffe, il y avait quand même quelque chose qui était péché, c'était que la seule manière de manger un McDonald's, c'est de le manger chaud, sur le moment. Et dès que ça perdait 30 secondes de chaleur, ça devenait du plastique. Et aujourd'hui, vous avez McDonald's sur Uber, donc les gens arrivent, ils consomment un hamburger froid ou tiède. Et ça marche, ça cartonne. Donc ça veut bien dire que le problème, c'est pas un enjeu qualitatif, c'est une logique de praticité. Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire ce soir? Et quel est le prix que je donne au fait de ne pas faire telle action? Marcher, faire la cuisine. Oui, parce que faire la cuisine, il faut choisir ses aliments, il faut aller les acheter, il faut passer du temps devant. Et on perd cette logique. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit en propos introductif, quand je vous disais, l'ubérisation, c'est la marchandisation de la collaboration. C'est aussi le développement de la simplification de tout. Moins on fait, mieux on se porte. La technologie nous le permet, à moindre coût. Et la technologie sait que plus on sera, parce que la simplicité et le moindre effort, c'est une qualité humaine, une vertu, un défaut.
quelque chose qui est inhérent à n'importe qui. Si on vous donne le choix d'aller d'un endroit A à un endroit B en 2 heures ou de le faire en 18 heures, je pense ça parce que dans un voyage en Inde, ça m'est arrivé. Et les gens qui, stupidement comme moi, vont dire « bah non, j'ai envie de le faire à l'indienne », et vont se taper 18 heures de car et de train, là où ça aurait pu prendre 2 heures en taxi, bah, le constat c'est « j'ai été idiot à la fin ». Les moyens me permettaient de ne pas subir ce que j'ai subi, donc voilà. Aujourd'hui, on rend accessible à n'importe qui cette simplicité, cette simplification de l'action. C'est un argument de vente extrêmement difficile à contrecarrer. Rendre attractive et marchandisable la fainéantise, c'est extrêmement facile. Le principe même de l'humanité, c'est ça, hein, l'invention de la roue. On a toujours inventé des extensions techniques et technologiques pour nous faciliter la vie. L'aspirateur, la voiture, toujours on a essayé. La solution, c'est comment nous faciliter la vie. Mais sauf qu'en fait, on s'est perdu philosophiquement dans la facilitation de nos actions, parce qu'à la fin, la facilitation est devenue la finalité même de la recherche technique. Mais nous, on est toujours, ah bah oui, c'est plus facile. Je le dis parce que j'ai mes étudiants et j'ai fait le test la semaine dernière. Moi, j'ai arrêté de faire des évaluations de rapports, de dossiers à la maison, parce que si j'interroge ChatGPT sur les questions que je posais à mes étudiants, il y en a d'ici d'anciens à qui j'ai fait faire des dossiers compliqués. Ils passaient 3 semaines, 1 mois à aller en BU, à aller se dire « oh là là, il m'a donné 10 références bibliographiques, il faut que je trouve le livre, il faut que je prenne le livre, il faut que je lise le livre, il faut que je fiche le livre. » Vous voyez? Exposé simple, la Smart City, tac. Il y a 3 jours, j'ai demandé à ChatGPT, parce que j'avais envie de montrer à mes collègues, de faire un dossier tel que je le donnais à faire à mes étudiants il y a 10 ans. Et 19 sur 20, ChatGPT. 19 sur 20. Et vous pouvez demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me l'écrire en mode journalistique, en mode scientifique, avec une bibliographie commentée, argumentée, et sans faute d'orthographe? Et c'est gratuit. Pour les jeunes, il vous reste à devenir intelligent naturellement. Il va y avoir des vraies questions à se poser sur la fixation aussi des statuts sociaux. Hein. Bien sûr. Parce qu'à partir du moment où le travail n'est plus un élément de différenciation, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on va proposer? Voilà. Keynes, à l'époque, qui est quand même pas réputé pour être un crypto-marxiste convaincu, hein, Keynes disait, par rapport à la technologie, il disait probablement que la technologie va nous permettre, humanité, d'arriver à un stade où nous aurons à travailler au maximum 3 heures par jour, ce qui nous permettra d'occuper le reste du temps d'activité telle que nous le souhaiterons. Eh bien ça, aujourd'hui, nous avons le modèle technologique pour le vivre, mais nous n'avons pas la proposition politique pour accompagner ce projet-là. Nous ne l'avons pas parce que philosophiquement, économiquement, nous sommes engagés sur des valeurs qui ne correspondent absolument pas à ni ce partage du temps, ni cette, d'une certaine manière, bienveillance quant à l'occupation de notre journée et relation à l'effort. Je vous ai bien déprimé là pour un lundi soir. Des questions, des remarques? Vous savez que votre non-participation va compter dans vos évaluations. Voilà, la plupart ont déjà été évalués. Il y en a qui sont même bronzés là. Donc je vois que l'année universitaire est terminée. Non mais ce qui est sûr, c'est que de manière très égoïste pour Gwenaëlle et moi, vous parlez de ça, c'est incroyablement excitant parce qu'on est en train de vivre, d'objectiver et d'analyser une accélération des mutations sociétales telles que l'humanité n'en a pas connu, n'en a jamais connu. Et ça, c'est un challenge. Malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas tous faire enseignant-chercheur, ni tout simplement chercheur. Donc il va falloir trouver des configurations dans lesquelles vous utilisez l'IA et les technologies à votre profit pour améliorer et optimiser votre quotidien. Et moi qui reste quand même un optimiste par volonté, comme je vous le disais tout à l'heure, il me semble que nous avons tous les éléments
en nous, collectivement, pour arriver à contrôler, à maîtriser ce genre de choses. Est-ce qu'on va le vouloir? C'est le challenge. C'est le challenge. C'est un beau mot de la fin, ça. Bon, il faut vous dire merci. Bravo. Merci à vous. Merci à vous.